Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Les sources profondes de l'écologie. Et ce soir, nous ferons une lecture qui est extraite de La Voix du silence. Aide la nature et travaille avec elle. Et la nature te considérera comme l'un de ses créateurs et fera sa soumission. Et devant toi, elle ouvrira, tout grand, les portails de ses chambres secrètes et mettra à nu sous tes yeux les trésors cachés dans les profondeurs de son sein pur et vierge. Impolluée par la main de matière, elle ne montre ses trésors qu'à l'œil de l'esprit, l'œil qui jamais ne se ferme, l'œil pour lequel il n'y a nul voile dans tous ses royaumes. Alors, elle te montrera les moyens et la voie, la première porte et la seconde, la troisième et jusqu'à la septième, et puis le but, au-delà duquel se trouve, baigné dans la lumière solaire de l'esprit, des gloires ineffables et invisibles, sauf à l'œil de l'âme. Amis, le titre est un petit peu inhabituel, les sources profondes de l'écologie. On va plutôt appeler le titre de cet exposé les réflexions sur les sources profondes de l'écologie, puisque à l'époque où Madame Blavatsky a écrit ses ouvrages, on ne trouve pas le terme de écologie tel qu'on le comprend aujourd'hui. Donc on va plutôt rester modeste et parler de réflexion. C'était une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est qu'on essaye de traiter ces sujets avec un idéal qui est enraciné dans une vision spiritualiste, une vision de l'être humain en tant qu'idéal, avec tout le côté prometteur de ce que pourrait être un être divin en devenir. Et donc on va rester assez idéaliste dans cette approche. C'est une idée importante parce qu'il faut le préciser, dans le mental collectif, on a toujours tendance à donner une étiquette politique. On va balayer tout ça et enlever tous ces penchants. On va parler de l'être humain en tant qu'âme. Et puis, dans l'incarnation, on peut être amené à vivre dans tel ou tel milieu, peu importe. Ce sont les choix qui comptent. Et ce sont les motifs, l'intelligence, le discernement qui comptent. Donc, peu importe les choix politiques. Et puis, il y a aussi le fait qu'on devient cynique en disant « oui, d'accord, c'est très idéaliste, mais on ne va jamais y arriver parce que l'être humain, il ne va pas le faire. » Eh bien, non, on ne va pas non plus devenir cynique, ni pessimiste, ni optimiste. On va essayer de donner cette vision à la fois de la responsabilité et de l'état dans lequel on est, avec cette approche que la théosophie nous donne d'une humanité qui, malgré ses erreurs, malgré ses faux pas, continue à œuvrer dans une certaine direction, aidée par la nature, dès lors qu'il y a un regard qui se tourne vers cette nature et qui essaye de comprendre ce livre qui est un livre vert. Qu'est-ce que l'écologie? D'une manière très simple, et on pourra aller voir des ouvrages. L'écologie, en fait, c'est la science du rapport entre, bien sûr, les humains, mais avec l'entourage, et en général, c'est les animaux, les végétaux. Donc, on va parler en langage théosophique du règne animal, du règne végétal, et toute la nature en tant que telle. Donc, ça, c'est en gros l'écologie. Il faut savoir, quand on regarde rapidement l'évolution de ces idées qui ont toujours existé, qui ont été très souvent avancées par ceux qui étaient un peu des avant-gardistes, des avant-coureurs quand ils voient les choses arriver, comme le montre le film, si certains d'entre nous ont eu l'occasion de le voir, le film de Al Gore, qui montre en fait que depuis des années, depuis plus de 50 ans, les scientifiques ont mis en garde les progrès technologiques de l'humanité s'il n'y avait pas une étude réaliste des conséquences de l'utilisation de tel ou tel élément, par exemple les énergies fossiles. Effectivement, l'ensemble de l'humanité a découvert
que les énergies fossiles pouvaient être utilisées pour l'humanité et apporter un soutien extraordinaire dans les développements. Mais les conséquences, on n'y a pas trop pensé. Puis quand il y a eu des scientifiques qui ont dit attention, il faut faire attention aux conséquences, etc., les intérêts économiques, le besoin de développement, le progrès avaient d'autres priorités. Et on a laissé ça de côté jusqu'au moment où il y a eu quelques alertes. Donc il y a aussi ça qu'il faut voir. Donc on va dire que l'écologie a été toujours présente, mais n'a pas eu autant d'importance que dans les années 70, où il y a eu une progression très nette de l'intérêt qu'on pouvait avoir pour l'environnement et des conséquences du comportement humain sur cet environnement. Avec la théosophie, on voit aussi que ces causes ne sont pas des causes juste immédiates, il y a des causes qui sont antérieures. Les cataclysmes dont nous voyons en fait des manifestations et qui sont vraiment dramatiques se multiplient. Donc on dit bien que ces cataclysmes se multiplient et certains vont dire que c'est le changement climatique. Mais avec la théosophie, on voit que finalement la nature réagit, mais il y a un cycle qui appartient aussi à cette nature. Donc n'attribuons pas, et c'est un peu aussi l'approche très prudente des scientifiques, toutes les conséquences et tous les effets néfastes que l'on peut constater qu'au comportement de l'individu. Par exemple, les ouragans, les tempêtes, les tsunamis, les tremblements de terre, etc. On comprend bien que certains ont été intensifiés, et ça c'est un constat qui est pratiquement accepté parmi les scientifiques. Et puis, il y a des cataclysmes qui existent et qui ont toujours existé et qui, avec la théosophie, nous donnent une vision des conséquences cycliques qu'il y a, bien sûr plus ou moins intensives avec les pensées, le comportement de l'homme, mais qui font partie de la façon dont la nature vit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les individus. On n'est pas en train de parler du comportement de l'homme, mais on est en train de parler de l'existence de ces inondations, de ces cataclysmes dans l'histoire de l'humanité. Alors, le GIEC, juste pour donner quelques informations dans la première partie, le GIEC est un groupement intergouvernemental de scientifiques, il y a plus de 2000 scientifiques qui travaillent. On voit bien là, il y a une conscience, il y a une coopération au niveau de la planète, et qui passent leur temps pendant des années à mettre leurs données scientifiques en commun, à observer les différents aspects, et qui sortent régulièrement un rapport. Et ce rapport, il est remis aux décideurs pour les aider à faire les bons choix. Quand on parle de décideurs, il est évident qu'il y a des décideurs politiques, et puis il y a aussi tous ceux qui convergent ou qui vont aider à prendre des décisions, soit au niveau des options pour le développement technologique, soit dans le domaine médical ou autre. Ce rapport porte sur le changement climatique. Alors il y aura toujours des eurosceptiques qui vont dire ça n'existe pas, mais quand on lit le préambule de ce rapport, c'est toujours de dire il y a de fortes probabilités que le comportement de l'homme provoque et intensifie un changement climatique avec un réchauffement par-ci par-là, une moyenne par-ci par-là qui augmente, et donc ils émettent un niveau, un seuil prudentiel. Ce seuil avait été mis déjà dans l'avant-dernier rapport, n'a pas été respecté puisque personne ne veut réduire le train de développement, le train de consommation des énergies fossiles, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Donc on voit bien que là, il y a des méthodes qui vont nous permettre de mesurer, et il y a des scientifiques qui vont continuer à faire leur travail, qui tirent les sonnettes d'alarme ou qui vont dire attention, etc. Ou qui vont rectifier le tir par rapport à des prévisions qu'ils ont formulées parce qu'on découvre autre chose, on voit qu'il y a d'autres éléments dont on n'a pas pris compte, etc. Mais ça, c'est leur travail. Mais pour en revenir à l'écologie, on voit que finalement, on est resté très proche de l'environnement, du climat, des choses comme ça, qui font partie de l'écologie.
Et puis progressivement, cette notion ou cette approche s'est élargie. Et là, c'est intéressant puisqu'on peut après faire des remarques avec la théosophie. C'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte dans les années 80 qu'il y avait des catastrophes à la fois dans les usines chimiques ou des catastrophes soit en Inde ou ailleurs. Et puis il y avait Tchernobyl dans les années 80, donc on sait que ça a été extrêmement douloureux et qui ont rappelé à l'humain qu'il ne peut pas faire abstraction de la nature, qu'il y a des choses qui se passent. Il ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier. Et donc des rapports, des manifestes ont été formulés au sein des Nations Unies. Et puis tout d'un coup, il y a eu des personnes qui étaient là et qui ont apporté cette notion qui s'appelle le développement durable. Et il est très important de savoir qu'aujourd'hui, et c'est très intéressant avec la théosophie, que quand on parle de cela, il y a l'écologie qui fait partie de l'environnement, qui a vraiment sa place. Il y a le social, c'est la population dans son ensemble, c'est les êtres humains. Et puis, il y a de plus en plus aujourd'hui la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est la façon dont on va agir. Et ça, c'est la responsabilité de l'humain. Mais on va simplement montrer que cette idée de développement durable qui a pris son essor avec un rapport qui est né en 87, qui a été remis par une ministre norvégienne aux Nations Unies, à la demande des Nations Unies, avec ce thème qui était le développement durable, a donné une part importante et centrale à l'humanité. Et quand on parle de l'environnement, il y a bien entendu le règne animal, le règne minéral, le règne végétal et l'humanité, et qu'ensemble on évolue. Donc ça, c'est intéressant pour la théosophie. Alors maintenant, on va vite revenir à la première partie, l'environnement. Donc on a parlé de changement climatique, mais sachons simplement que les scientifiques, c'est-à-dire ces gens qui réfléchissent et qui observent la nature, qui ont une certaine connaissance, apportent des éléments de réflexion pour à la fois le côté technologique, les progrès, mais aussi pour voir les conséquences de ces progrès. Et c'est l'humain, finalement, qui, prenant conscience des conséquences de son comportement, va pouvoir ajuster le comportement. Donc ce ne sont pas les scientifiques qui vont tout donner ou qui savent vers où aller, mais c'est l'humain. Et les gaz à effet de serre, c'est un ensemble de gaz dont le CO2 est le plus flagrant et que l'on veut réduire. Mais on se souvient qu'il y a plus de 20 ans, on parlait de gaz qui détruisait la couche d'ozone. Et donc il y a eu des alertes. Et donc on a retiré ce type de métal qui allait détruire une couche d'ozone dans l'atmosphère. Donc on a dit attention, c'est mauvais pour la santé et pour la planète. On a eu une prise de conscience et aujourd'hui les scientifiques qui ont continué à mesurer la couche d'ozone ont dit on est sorti de cette alerte et beaucoup de progrès ont été faits et ça se reconstitue. Ce qui veut dire, du point de vue de la théosophie, que lorsque l'être humain prend conscience de quelque chose et qu'il veut réajuster son comportement parce qu'il y a vraiment une alerte, un seuil de danger que l'on ne veut pas franchir, il peut le faire parce que dans l'humanité, le génie de l'homme et de son intelligence fait qu'il peut trouver des solutions s'il oriente son intelligence dans une certaine direction. Après, dans cette grande thématique qu'est l'environnement, il y a la biodiversité. C'est le fait de reconnaître que toute la nature vit, est utile et qu'il y a une solidarité. C'est-à-dire que l'arbre n'est pas tout seul un arbre. L'arbre est utile pour l'humanité, l'arbre est utile pour les insectes, l'arbre est utile pour l'eau, l'arbre est utile pour la terre, pour l'érosion, etc. Donc, même si on voit ça de l'extérieur, c'est-à-dire du point de vue de la nature en tant qu'aspect physique, il y a une reconnaissance de cette interaction et on reconnaît que tout ce qu'on appelle la biodiversité, comme le terme l'indique, a une utilité.
Les insectes ont leur devoir dans la nature, dans la reproduction, par rapport au règne végétal, à la semence. Enfin, on voit bien que toute cette nature doit vivre ensemble. Donc là, c'est déjà un grand pas en avant. Et puis, il y a l'autre chose, c'est que le comportement de l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire en sorte qu'il reconnaît, qu'il utilise son intelligence, bien sûr pour subvenir aux besoins de l'humanité avec l'agriculture, etc. Mais il y a des zones qui vont être protégées. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la forêt primaire a une certaine richesse et qu'il ne faut pas la toucher. Il y a toute une série de recensements d'insectes, d'oiseaux, d'espèces animales, etc. Et puis on va considérer qu'il y a des espèces protégées, des zones protégées, des parcs naturels qu'il faut préserver, etc. Donc là aussi, on a travaillé pour préserver la nature, respecter la nature. Ça, c'est aussi une approche intéressante. Et puis, il y a l'efficacité énergétique. Alors ça, c'est contre le gaspillage, parce que tout d'un coup, on prend conscience, ah bah oui, le pétrole, c'était très sympa, parce que bon, il suffisait de pomper, et puis ce produit sortait, et puis on l'utilisait comme ça. Attention, il y a déjà la pollution, etc. Donc ça, c'est un peu gênant. Et puis, on prend conscience que ces réserves naturelles vont disparaître, peut-être dans 50 ans. Mais enfin, vu le besoin de l'humanité, ce besoin de dépenser, de gaspiller, de se développer et de consommer sans réfléchir, eh bien la nature dit attention, et c'est toujours avec les scientifiques, la connaissance, les économistes après qui font des projections du cours et tout ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va dire attention, la nature ne peut pas être exploitée comme ça indéfiniment, il y a un moment où il faut s'arrêter. Donc là, prise de conscience, attention, il y a quelque chose à changer et ce ne sont pas des ressources donc inépuisables. Là aussi, la nature est un prêt. Et la théosophie nous apporte cette culture, c'est que même notre corps est un prêt. Donc respectons le corps, respectons la nature. On a une responsabilité et on ne peut pas agir en gaspillant. Donc il y a toute cette notion qui s'est développée de déchets à recycler, d'économie d'énergie renouvelable en utilisant des forces naturelles et de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on va éviter d'utiliser trop d'énergie pour juste le dépenser comme ça, mais on va essayer de récupérer l'énergie, etc. Il y a différentes notions et différentes applications, et là, il y a des multitudes de choses qui, aujourd'hui, foisonnent. Maintenant, si on revient à l'aspect social, l'explosion démographique et les disparités qui existent font que ceux qui ont la responsabilité de prévoir l'environnement, en tout cas physique, doivent prévoir que cette humanité doit vivre avec un idéal et doit vivre dans une certaine direction et dans une certaine harmonie. Et ce n'est pas avec des disparités absolument phénoménales et puis une espèce d'inconscience à la fois de la nature et des autres que l'on peut vivre d'une manière harmonieuse. Et ça, c'est d'une manière complètement apolitique. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'il peut y avoir des disparités, certes, dans le détail, mais il y a une direction dans laquelle nous devons tendre. Et ça, c'est une idée qui est intéressante aussi. Et puis, il y a cette idée de l'éducation. Il y a cette idée des droits de l'homme. L'éducation, il y a eu des gens qui ont écrit et qui ont considéré qu'il y avait des thématiques importantes, les buts, les objectifs du millénaire, en disant voilà, il faut que l'accès à l'eau soit là pour l'humanité, il faut que l'éducation soit donnée à l'humanité, il faut que les handicapés soient considérés comme faisant partie de notre société. Donc ça s'appelle l'accessibilité, pour utiliser un terme pour ne pas les différencier. Donc l'accessibilité montrant qu'il y a l'accessibilité à l'eau, l'accessibilité des services, et on se rend compte qu'en faisant ça, finalement, on intègre tout le monde dans un cours, dans une direction, et puis que chacun, quelque part, trouve un bien-être.
Parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, inné dans l'humain, c'est qu'on vit sur Terre, on recherche un certain bien-être. Et plus ce bien-être est collectif et responsable et intelligent et respectueux des uns des autres, plus ça durera. Il y a cette idée, et puis il y a aussi une autre idée aussi qui fait partie intrinsèque de ce courant, c'est le fait que chaque race, chaque homme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nation, a droit à la vie, a droit à sa place dans la société. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et donc, certes, aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels ces choses-là ne sont pas reconnues, ou même si c'est reconnu, ne sont pas appliquées, etc. Mais après, ce sont les hommes. Mais en tout cas, ces choses-là sont dites. Donc ce sont des déclarations, des choses qui existent, il y a des accords. Après, tout le travail va consister à dire, bon, il y a des écarts entre ce qui est dit et ce qui est appliqué, il faut réduire cet écart et combler ce fossé. Après, c'est l'homme qui doit se prendre en main. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont reconnues. Il y a ce qu'on appelle les droits humains. Donc, évidemment, c'est inspiré des droits de l'homme. Hein. Mais les droits humains, c'est vraiment quelque chose qui va mettre toutes les parties dans une chaîne d'action responsable de cela. On ne va pas dire, ah bah oui, mais moi, c'est pas de ma faute, j'ai acheté mon café ici, moi je ne savais pas comment il l'avait fabriqué. Oui, il avait des esclaves, ah bah non, mais c'était pas de ma faute. Et puis j'ai demandé à ma banque de prêter l'argent, et puis donc moi je l'ai fait, mais voilà. Donc c'est de montrer qu'il y a une chaîne de responsabilité. Et ça, c'est intéressant avec l'idée de karma, parce qu'on est dans une responsabilité collective et individuelle. Donc, ce sont des idées qui nous viennent quand on lit toutes ces thématiques. Et puis, il y a la gouvernance dont on a parlé, hein, le G de ESG. C'est cette fameuse idée de la gouvernance, c'est quoi? Finalement, c'est l'homme. C'est comment il applique les choses, comment il regarde ces choses-là, il prend ses décisions et comment il met en œuvre peut-être son système en gouvernance, si c'est dans une grande boîte, son système de mise en œuvre de sa ferme, comme s'il a des ouvriers agricoles, ou s'il est dans une raffinerie, comment il traite l'ensemble de ses ouvriers, l'ensemble de sa chaîne de production, etc. Non seulement comment il les traite à l'instant T, mais dans la durée. Et ça, c'est aussi une chose qui est importante. Ça, ce sont les grandes idées. On a parlé d'écologie, on a parlé de cette notion qui est maintenant très étendue. Alors, dans le temps qui nous reste, on va essayer de trouver les idées fondamentales, comment on peut les retrouver en théosophie, avec le regard que peut nous inspirer la théosophie du pourquoi et du comment, et ce que ça peut nous donner comme vision pour l'avenir. Alors, déjà, cette idée, dans l'approche idéale, c'est de dire, attention, il faut être prudent. C'est une idée importante, parce que la théosophie nous montre qu'il y a, par exemple, dans l'être humain, beaucoup de pouvoir. Le pouvoir du maître de sagesse, les pouvoirs psychiques, les pouvoirs spirituels, montrent à l'homme qu'il a une dimension qui dépasse largement juste le pouvoir physique. Mais l'approche prudentielle, c'est de dire attention, purifions l'individu, soyons prêts avant de convoiter des pouvoirs. Devenons des êtres qui méritent l'utilisation de pouvoirs, et il faut déployer les pouvoirs d'en haut, et l'intermédiaire psychique se révélera. C'est un peu cette idée, quand on voit les alertes, les mises en garde, il y a cette idée de prudence. Ne nous emballons pas avec les grandes modalités scientifiques, ne disons pas on veut plus de ceci, on veut plus de cela, on ne peut pas complètement enlever tel ou tel secteur d'énergie, parce que l'énergie est utile pour le développement, l'énergie est utile pour faire avancer tout ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'électricité, on l'utilise partout. Et la théosophie montre que finalement, les sources de l'électricité, c'est quelque chose que l'homme porte en lui-même.
Nous sommes en fait comme des piles à l'intérieur, donc on voit bien qu'il y a des sources et que le respect de l'énergie dans la nature fait partie du respect de l'énergie de soi-même. Parce que si on ne se respecte pas, on ne respectera pas les autres. Et puis cette idée aussi, et on l'a évoqué, de l'homme qui fait partie d'un ensemble. Donc ça c'est évident, ça paraît évident, même en tant qu'âme, on fait partie de la surâme universelle. Et bien au-delà, on voit bien que tout le déploiement de l'univers avec les hiérarchies qui participent, donc avec tous ces auxiliaires qui sont là, qui contribuent à construire les véhicules, à permettre à la conscience dans les différents règnes de monter de plan en plan, la coopération de l'individu montre qu'il y a un ensemble et la nature est là, intelligente, allant dans une certaine direction, prête à aider l'humanité. Et donc l'homme intelligent qui se met en fait dans cette mouvance, qui comprend la direction de la nature, il va être aidé, il va être accompagné parce que la nature va répondre favorablement. Donc à lui d'agir. Et c'est un peu ça l'idée de l'écologie. Peu importe les conséquences, eh bien il faut accepter de payer les conséquences. Eh bien oui, on va accepter de les payer parce que de toute façon c'est comme ça. On est dans le karma collectif. Nous avons tous contribué dans le passé à vivre un certain karma collectif. Nous sommes ici dans telle ou telle ville ou tel endroit, eh bien il faut accepter les conséquences et puis il faut agir avec cette vision du karma individuel aussi qui permettra de contribuer à changer de direction si on veut vivre d'une certaine façon. Et puis bien entendu le karma collectif est là, que nous vivons tous et qui nous permet aussi de maintenir cette idée de générosité, d'altruisme, de reconnaissance, puisque si nous sommes là, que nous bénéficions du chauffage par exemple, on est assis confortablement ici, il y a l'électricité, il y a la lumière, il y a les chaises, il y a tout ce que l'on veut, on est confortable, on a un toit. C'est grâce à tous ceux qui ont contribué à construire tout cela, eh bien oui, c'est le karma collectif, nous en bénéficions. Pareil pour l'humanité dans toutes ses applications. Et la théosophie montre que finalement, même notre intelligence a été quelque part éveillée par l'aide de grandes hiérarchies. Donc on voit bien qu'on n'est jamais tout seul et que l'humanité n'a pas été lâchée comme ça dans la nature tout seul. Il y a des maîtres de sagesse qui continuent à accompagner des grands êtres, des philosophes, des réformateurs, des idées innées, toute cette éducation, tout ça fait partie d'un grand accompagnement. Et donc, il doit être à la fois redevable, mais d'une manière naturelle, mais aussi ne pas rester simplement le bénéficiaire de toute cette aide. À un moment donné, il faut qu'ils se prennent en charge comme les enfants qui deviennent adultes. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer et c'est normal. Et nous avons besoin de notre liberté quand on devient jeune adulte. Et puis, il faut aussi très vite prendre conscience qu'il y a un prix à payer et que nous sommes des êtres responsables. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'intelligence, la responsabilité, c'est avec deux aspects. Quand on pense à l'être profond, c'est l'aspect du manas, le penseur. Donc il y a toute cette intelligence analytique, de raisonnement que certains scientifiques, ou même d'autres, non seulement les scientifiques, mais tous ceux, les grands penseurs nous apportent. Donc ça, c'est l'aspect de l'intelligence du manas, mais qui doit être au service du manas, du vrai, véritable penseur. Le vrai penseur, avec un P majuscule, est celui qui va vraiment comprendre quel est son rôle dans la nature. Et c'est ce qui va se passer. Donc, ne nous alarmons pas. Certes, on frôle des catastrophes et on ne peut pas tout changer, mais l'intelligence de l'homme est là. S'il se tourne dans une certaine direction, il y a des réponses. Parce que le but de la nature n'est pas de le détruire et de l'anéantir, il y a des réponses. Donc restons réalistes et optimistes. Ça, c'est un message que l'on va aussi apporter et qui fait qu'il faut avoir confiance dans la nature. On a parlé du manas,
mais il y a aussi l'aspect de Bouddhi, parce que le manas ne peut pas agir tout seul. Bouddhi, c'est quoi? C'est cette intuition spirituelle. Quand on lit avec la théosophie, certains rapports, où là on a parlé d'écologie, mais c'est valable dans d'autres domaines aussi, le Haut Parlement des religions ou la Déclaration des droits de l'homme, on voit bien qu'il y a cette empreinte de Bouddhi, c'est cette intuition spirituelle, cette vision directe qui permet à l'homme de saisir quelque part une image qui est spirituelle. Madame Blavatsky dit dans La clé de la théosophie que le manas supérieur permet de capter ces idées abstraites. Mais il y a cette interface qui est Bouddhi qui permet de transmettre ces grandes idées spirituelles où on n'a pas besoin de 3 pages de raisonnement pour montrer qu'il faut rester intelligent, généreux, responsable, etc. Donc ça, c'est vraiment des idées inspirées par la présence que nous portons en nous-mêmes et que nous sommes réellement, c'est cet aspect de Bouddhi. Donc conjuguer ces 2 aspects, ces 2 principes vont montrer que l'humanité va être accompagnée vers son bien-être. Le bien-être parce qu'on vit bien et on respecte les autres et on aide les autres et aussi on est heureux, on se respecte profondément en tant qu'être humain. Donc ça, c'est une idée intéressante qui nous paraît quand on vit l'inspiration qu'apportent ces grandes idées et ces réalisations qui sont données. Et il y a les 3 propositions fondamentales qui sont toujours présentes avec les cycles, donc l'évolution, les choix autodéterminés. Donc on voit bien que là aussi, c'est une source importante pour l'écologie. Et donc on a parlé de karma, on a parlé de la compassion, donc c'est cette vision généreuse et intelligente. Alors maintenant, quelques mots de conclusion juste pour l'avenir. Il n'y a pas besoin d'être désespéré ou pessimiste, on va continuer notre travail de tous les jours. Tout est prévu. Les prises de conscience, on est comme Arjuna qui prend conscience qu'il est là entre 2 camps. Et donc, sa première réaction, qui est tout à fait naturelle, quand on prend conscience de l'ampleur de la tâche, du fait que finalement on s'est mis dans une situation qui est complètement aberrante, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on est tous comme Arjuna, il y a ce désespoir, découragement. Mais ça, c'est juste la première partie, et il y a tout le reste. Il y a les 17 autres chapitres qui vont suivre. Donc, restons optimistes, le travail n'est pas encore fini. Et on a noté juste quelques idées, c'est que si on regarde vraiment le plan des causes et qu'on se tourne vers l'intérieur, on trouve des solutions. Et ça, c'est quelque chose d'infaillible en théosophie. C'est qu'on trouve des solutions parce que l'être est un être plein de ressources. Et on a l'impression que le progrès technique est arrivé à un certain niveau et qu'on ne peut plus progresser. Non, il y aura toujours des solutions. Après, il faut vouloir vraiment y aller. Et puis, il y a l'idée aussi, quand on regarde toute cette littérature qui existe, il y a le fait qu'on se rend compte que la nature est quelque chose de vivant. Et on sait comment et combien cette idée est évidente pour les enfants. Donc, nous sommes des grands enfants. Donc, quand on veut parler de certaines notions, la loi de l'analogie et de correspondance est la meilleure façon de comprendre les idées, parce que la nature fait partie de nous-mêmes. Et puis, le fait qu'on est dans un moment très privilégié, parce qu'on a la possibilité de s'arrêter, de regarder ce qui a été fait comme travail, et on ne peut pas s'empêcher de se rendre compte qu'il y a énormément de travail, de groupes de gens qui reconnaissent ces choses-là. Alors certes, par rapport à la grande population de l'humanité, on va dire il n'y a qu'un petit pourcentage, mais en fait, c'est la force des idées qui compte. Donc le message que l'on pourrait donner, c'est que finalement, la meilleure écologie, c'est cet ensemble, c'est cette humanité à laquelle on appartient, et puis la direction vers laquelle on va, c'est vraiment ce qui est inspiré par la théosophie. Il nous semble que c'est vraiment la bonne direction.